Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse Spearhead. On va étudier la nouvelle fer de lance Soulblight Gravelord et pour ce faire, je serai en compagnie de ma coéquipière qui s'appelle Lena. On est parti, let's go! Aujourd'hui, on parle d'une fer de lance qui ne vient pas pour jouer les figurantes. Les Soulblight Gravelords débarquent avec une compo qui sent la tombe fraîche et le gameplay bien crasseux, dans le bon sens du terme. Accrochez-vous parce que cette bande-là, elle ne meurt jamais. On décompose tout de suite ce qu'on a sur le terrain. 2 packs de 10 raclemeurs. T'as envie de les ignorer? Mauvaise idée. Ils reviennent à chaque tour et t'étouffent à petit feu. 10 gardes des tertres. Eux, c'est ta ligne d'élite. Solide, bien armé et surtout super résistant quand ils restent près de ton général. Ce sont eux qui tiennent le terrain pendant que les raclemeurs s'éparpillent et que les chevaliers frappent là où ça fait mal. 5 chevaliers de tertre, rapides, létaux à la charge et capables de ressusciter un copain cavalier à chaque tour. C'est la lance qui perce la brume. Et bien sûr, le roi revenant, le chef d'orchestre, le booster, le commandant qui rend tout ça encore plus dangereux. C'est une fer de lance qui t'envahit la table, qui encaisse les baffes et qui finit par t'avoir à l'usure. Et c'est pas fini, parce que les traits de bataille, eux aussi, envoient du lourd. Tu veux que je t'en parle tout de suite? Yes, c'est parti pour les traits de bataille. Je te laisse me les citer et tu me donnes ton avis là-dessus. Vas-y, je t'en prie Lena. Alors, on a 2 traits de bataille. Et franchement, ils sont bien pensés pour coller à la vibe Soulblight. Premier trait, les morts se lèvent. Là, c'est simple. Tu gardes une unité de raclemeurs en réserve au début de la partie. Et au tour 3, bam, elle débarque à 3 pouces du bord, hors de 6 des ennemis. C'est parfait pour flanquer, contester un objectif ou foutre le stress à ton adversaire pile quand il pense être tranquille. Perso, j'adore. Ça va ajouter une vraie pression tactique. Et ça colle à fond à l'idée que les morts surgissent quand tu t'y attends moins. Deuxième trait, Ova antique. Une fois par tour, tu choisis une unité ennemie à portée et cette unité perd toute sa perforation en mêlée. Oui, 0 perforation. Et dans un jeu où le ventre fait souvent les diffs, ça c'est juste un homme. En plus, c'est hyper frustrant pour ton adversaire. Il pense qu'avoir, il flex ce boost, et non, tenir tout. À mon avis, ces 2 traits sont ultra complémentaires. T'as le contrôle du tempo avec la rivalité 3 et t'as le contrôle défensif avec la réduction de perfo. C'est pas flashy, mais vicieux, intelligent et super efficace. On enchaîne avec les aptitudes de régiment et les optimisations de général. Alors attends 2 secondes, je te coupe, parce que j'aimerais rebondir moi sur les morts sans repos et l'aura antique. Du moins les morts sans repos, les morts se lèvent et l'aura antique. Je trouve que c'est vraiment 2 traits de bataille qui sont ultra forts. Elle l'a dit Lena, je confirme. En général, les traits de bataille qui font venir des unités au T3, c'est souvent des nerfs et ça fait souvent venir de l'élite. Là, au final, on va faire venir une unité de base, entre guillemets, qui n'est pas là pour taper et qui, comme elle l'a dit, va venir embêter l'adversaire, va vous permettre de reprendre des objectifs. C'est vraiment très très fort. Et pour nuancer ses propos, l'aura antique, c'est juste -1 à la perforation d'armure sur les armes de mêlée. C'est pas votre perforation arrive à 0, mais en général, sur fer de lance Spearhead, la perforation d'armure, c'est 1. Donc soustrayez 1, vous allez passer à 0. Donc sur 95% du temps, vous allez mettre perfo 0 à votre adversaire et c'est quand même très très bon. Côté aptitude de régiment, on en a 2 et elles proposent 2 approches assez différentes. 1. Ordre irrépressible. Celle-là, elle est passive. Tant que tu as une unité non-héros avec 10 figurines ou plus, tu gagnes +1 au jet de blessure en mêlée. C'est simple mais super efficace. Tes raclemeurs et tes gardes de tertre passent direct à une meilleure fiabilité. Et vu qu'ils tapent beaucoup, ça fait une vraie différence. Si tu veux saturer et jouer sur la masse, c'est celle qu'il te faut. Perso, c'est ma préférée. Marche de la mort, c'est l'aptitude qui booste tes troupes et te donne un avantage décisif. Une fois par tour, pendant ta phase des héros, tu choisis une unité amie. Et là, bam, +1 à sa caractéristique de mouvement et son score de contrôle passe à 3. C'est énorme. Tu rends une unité plus rapide, plus mobile et tu lui donnes un contrôle béton sur les objectifs.
parfait pour prendre un point stratégique ou repositionner une troupe clé au moment crucial. Mon avis, c'est une aptitude ultra polyvalente et super tactique. Idéal pour un joueur qui aime dominer le terrain et contrôler les mouvements. Un vrai atout pour une fer de lance qui veut tout gérer. Alors, moi, pour vous donner mon avis, je vais partir aussi sur Horde irrépressible également. Alors, il faut bien évidemment que vous ayez plus de figurines, vous, en tant qu'attaquant, que le défenseur, mais ça va souvent arriver parce que vous avez des unités de 10. Là, dans ce cas-là, vous allez avoir le +1 à la blesse. En plus, vous avez moyen à chaque fois de refaire venir des guerriers. Donc, en général, vous serez plus nombreux que l'adversaire. Moi, je préfère ça. Après, la marge de la mort, c'est pas déconnant. Mais je pense qu'il faut une maîtrise supplémentaire et il faut un peu plus de doigté, un peu plus de jeu sur cette fer de lance pour commencer à vraiment comprendre la marge de la mort. Donc pour les premières parties, je vais me lancer sur Horde irrépressible et peut-être que par la suite, je testerai marge de la mort pour voir un petit peu au niveau du contrôle ce que ça peut donner. Oui, totalement d'accord avec toi, William. Horde irrépressible, c'est vraiment la valeur sûre pour rentrer dans la fer de lance sans prise de tête. Tu joues la saturation, tu optimises tes attaques. Et comme tu as dit, vu que tes unités se régénèrent constamment, tu as toutes les chances de rester plus nombreux. Marche de la mort, c'est un outil plus subtil, presque élite, dans la prise de décision. Si tu sais quand et où le placer, ça peut retourner une phase. Mais c'est pas aussi immédiat. Donc, pour débuter avec la compo irrépressible, c'est clairement le bon choix. Allez, on enchaîne avec les optimisations du général. Vas-y, je t'en prie pour les optimisations. 4 optimisations possibles pour le roi revenant, et chacune donne un petit twist différent à ton style de jeu. 1. Lame de chiche, elle donne perforation 2 à la lame sépulcrale du général. Simple, efficace. Si tu veux qu'il tape un peu plus fort, c'est celle-ci. Mais bon, on parle pas d'un vampire non plus, donc c'est pas une machine de guerre. 2. Esprit volé. À chaque critique infligée, le général soigne 2 PV. Là, on parle de durabilité pure. Si tu veux garder ton général longtemps sur le terrain, c'est vraiment pas mal. 3. Mot par la haine. Toutes les unités à 12 pouces du général peuvent relancer leur charge. Et ça, c'est énorme, parce que t'as des packs lents, t'as besoin de fiabiliser les engagements. Surtout si tu joues agressif. Perso, je la trouve hyper utile dans cette compo. Being un bon antif mangeur d'esprit. Une fois par bataille, tu peux forcer une unité ennemie à frapper en dernier. Clairement, une carte à jouer pour casser un moment clé. À bien placer, mais super clutch. Mon top choix, je penche vers mot par la haine. Relancer les charges, c'est un confort tactique énorme, surtout avec une armée pas rapide de base. Mais si tu veux plus de contrôle ou de résistance, le pendentif et esprit volé sont aussi très bons. T'as une préférence, toi, William? Bah écoute, je vais te donner mon avis, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, le top, c'est mu par la haine. En général, j'aime pas ce genre d'optimisation, mais là, pour le coup, vu qu'on a une fer de lance qui ne bouge pas vite, on va être un petit peu bloqué par notre mouvement, ça va venir contrebalancer ça, donc c'est très fort. Le mu par la haine, c'est vraiment très fort. Maintenant, en numéro 2, j'aurais tendance peut-être à dire esprit volé si vous voulez aller faire du corps à corps avec votre roi revenant, mais vous n'allez pas forcément jouer dans ce style-là, donc pas forcément. Et après, le pendentif, ça peut être pas mal du tout. Le problème, c'est que c'est sur un de plus, et vous connaissez ma légende. J'ai l'habitude de faire beaucoup de 1, donc j'ai pas envie de partir sur une optimisation qui, une fois par bataille, lance mon dé, je fais 1, et je suis dégoûté. Donc, pour la stabilité, je partirai sur mu par la haine. Allez, on passe à la partie que j'adore, les War Scrolls. Alors juste avant de passer sur les War Scrolls, j'aimerais revenir sur l'optimisation, le passif lame de chiche. Celui-là, vous le prenez jamais, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez un crit mortel sur le roi revenant, et ce qu'on veut, c'est surtout faire des crits mortels. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de prendre un perf -2, surtout que vous touchez sur du 4+. Donc celui-là, lame de chiche, le prenez pas. Bref, maintenant on va passer aux chartes d'unité et je vais laisser ma coéquipière Léna nous faire un résumé. Essaie de me faire un résumé assez bref, voilà. Et donne-moi ton avis à chaque fois pour chaque unité, leur rôle, ce que t'en penses. Très bonne précision, William. T'as totalement raison sur la lame de chiche. Quand t'as du critique mortel, tu t'en fous un peu de la perforation. On veut que ça claque, pas que ça gratte.
Allez, on passe au War Scroll. Je te fais ça clair, rapide et efficace. Le roi revenant, 5 attaques, touche sur 4+, blesse sur 3+, perfo 1, dégâts 2, et surtout, cri mortel. Mais son vrai rôle, c'est pas de taper, c'est de booster tes raclements à 12 pouces. Il donne plus en attaque sur du 2+. Bref, c'est ton chef d'orchestre. Tu le protèges et tu le places bien. Je me suis permis de te couper parce que t'as dit une petite bêtise. Le roi des os ambulant sur un 2+, c'est pas plus une attaque, c'est plus 1 au jet de touche. Du coup, vos raclements vont toucher sur du 3+, au lieu de 4+. Et en plus, si vous avez pris l'aptitude d'avant, l'optimisation d'avant, vous allez potentiellement pouvoir faire du 3+ à la touche, 3+ à la blesse, donc c'est pas mal du tout. Et ensuite, elle vous a pas donné, on est mouvement 4, comme ça on n'aura plus besoin de le faire sur tous les piétons. Le roi revenant, il a une sauvegarde à 3+, et il a 5 points de vie, contrôle 2, donc c'est un classique. Maintenant, tu peux enchaîner sur les gardes des tertres, je t'en prie. Merci William pour la correction. T'as raison de le souligner, c'est super important. Le roi des os ambulants donne +1 au jet de touche, pas d'attaque. Et ouais, avec la bonne aptitude en plus, tu passes sur du 3+3+, ce qui rend même tes raclements un minimum menaçant. Belle synergie. Allez, on reprend à partir des gardes des tertres. Ils ont 2 attaques, 4+3+, perfo 1, donc déjà un profil pas dégueu. Mais leur vraie force, c'est défensif. Tant que le général est à portée, ils ont une protection à 5+, donc une sauvegarde secondaire après leur 4+. Leur rôle, c'est clairement de tenir le centre. Tu les balances sur un objectif, tu les soutiens avec le roi, et tu laisses l'adversaire s'user dessus. Et puis ils ont aussi le cri mortel, donc même en défense, ils piquent. On enchaîne avec les chevaliers des tertres. Alors attends 2 secondes, j'aimerais rebondir sur les gardes des tertres, après je te laisse passer sur les chevaliers. Petite précision sur les gardes des tertres, il faut savoir que les War Scrolls que vous trouvez là sur Spirit ne sont pas les mêmes que sur AOS classique. Donc sur le format classique, les gardes des tertres toucheront sur du 3+. Tu peux reprendre avec Chevalier des tertres. Allez, on passe aux chevaliers des tertres. Chaque figue a 2 attaques de lance, 4+3+, perfo 1, dégâts 1, cri mortel, et 2 attaques de destrier. Et surtout, quand il charge, il gagne +1 dégât sur la lance. Donc là, tu passes à 2 dégâts par critique et tu fais bien sentir la douleur. Et le petit bijou, à la fin de chaque tour, tu ramènes un chevalier. Donc non seulement ils frappent, mais ils tiennent dans la durée. C'est ta force de frappe rapide, celle qui va chercher un objectif lointain ou qui surgit pour casser une ligne ennemie. Tactiquement, tu les gardes planqués au début et tu les lâches au bon moment pour une grosse charge bien placée. Donc à la fin de n'importe quel tour, c'est n'importe quel tour, hein, celui de l'adversaire ou le vôtre, vous allez pouvoir ramener une figurine comme ça tuée, ça veut dire 3 points de vie, sauvegarde à 4, ward à 6. Donc c'est vraiment pas déconnant, je trouve que c'est une très bonne cavalerie. Après, elle touche quand même sur du 4, mais le fait d'avoir les crits mortels dessus, et ben en fait on s'en fout un peu qu'elle touche sur du 4. Nous ce qu'on veut, c'est on va balancer notre sac de dés et faire le plus de 6 possible parce qu'on sait que les 6 à la charge, c'est 2 mortels directement. 2 mortels, c'est un libérateur mort. Donc en fait vous chargez un pack de libérateur, vous faites une grosse chier de 6, vous clean le pack comme ça et c'est vraiment très très fort. En fait le crit mortel comme ça sur les chevaliers des tertres, le roi et les gardes, c'est ultra fort. En fait je trouve que cette fer de lance, elle est forte pour venir briser les armées élites, entre guillemets, toutes les armées avec des grosses sauvegardes comme les Slave to Darkness, les Stormcast, les Iron Joe. En fait, cette fer de lance, elle va venir contrer directement. Je sais pas ce que toi t'en penses, on aurait pu faire ça en conclusion, mais Léna, je te laisse me donner ton avis là-dessus, et après tu peux enchaîner sur les squelettes racle-mort. Ouais, une figue à 3 PV, save 4+, c'est pas rien. Sur la durée, ça fait toute la différence. Et ton analyse est ultra juste. Avec autant de creeps mortels répartis dans la fer de lance, t'es pas là pour affronter des ordres. T'es là pour briser les blindés. Tu veux du Stormcast? Du Slaves? T'es pas bien tanky. Cette compo va les ronger de l'intérieur. Elle ignore leurs grosses saves, elle les use et elle revient pendant que s'essouffle. Franchement, je vois cette fer de lance comme un couteau à dents contre les armées élitistes. Pas un gros coup de hache, mais une pression continue qui finit par faire craquer. Allez, on termine avec les raclemorts à pied. 2 attaques, 4+4+, pas de perfo, pas de crit. Clairement, ils sont pas là pour tuer. Mais
À la fin de chaque tour, tu régénères un des 3 figurines. Et ça, c'est énorme sur une unité de base. Tu les places en ligne. Tu prends des objectifs, tu bloques les lignes ennemies. Et tu reviens. C'est ton murmure, mais tellement frustrant à gérer pour l'adversaire. Il doit s'en occuper, sinon il se fait grignoter. Mais s'il tape dessus, tu les ramènes à la foulée. Bref, chiant, lent et parfait pour occuper la table. Tu veux que je t'enchaîne la conclusion maintenant? Qu'est-ce que t'en penses du coup de cette fer de lance? Alors clairement, William, cette fer de lance sous le Blight, je l'adore. C'est pas une armée qui va te faire un tour explosif. C'est pas du glass cannon. C'est pas flashy. Mais c'est intelligente, frustrante pour l'adversaire et d'une résilience monstrueuse. Tu bloques, tu grattes, tu critiques, tu reviens. Et plus la partie avance, plus tu deviens ingérable. Les gardes encaissent et tapent fort avec les bonus. Les chevaliers frappent vite et tiennent dans le temps. Et le roi, il booste tout ça tranquillement, sans prendre de risques. C'est une fer de lance idéale pour commencer, mais avec assez de subtilité pour aussi challenger des joueurs plus expérimentés. Et face à des armées élites, c'est juste une machine à broyer la patience. Bref, c'est pas une armée de héros, c'est une armée de cauchemars, pure. Merci encore pour le binôme William, c'était trop cool à faire. J'aimerais te poser une dernière question, Léna. Qu'est-ce que t'en penses, toi, comparé aux autres fers de lance? Où tu la vois, cette fer de lance? Est-ce que tu la vois plutôt haut du panier, milieu? Alors bas, je pense pas, hein. Je la vois clairement pas bas. Mais est-ce que tu la vois comme une top fer de lance ou pas? Alors honnêtement, je la vois clairement dans le haut du panier. Peut-être pas top tier absolu, genre qui défonce tout sans réfléchir, mais très solide, très fiable et surtout super frustrante à gérer pour plein d'adversaires. Elle a un vrai plan de jeu. Tenir, revenir, gratter, encaisser, et elle le fait super bien. Et surtout, elle a 0 faille évidente. Pas de fragilité majeure, pas de dépendance à un jet clé, d'unité inutile. Et avec les cris mortels, les résurrections automatiques, les buffs de touche blessure, franchement, elle peut embêter quasiment tout le monde, même des spirades plus agressives ou rapides. Donc ouais, haut du panier, sans hésiter. Elle demande un peu de placement, un peu de gestion. Mais si tu la maîtrises, tu peux aller très loin avec. Tu partages mon avis ou tu aurais tendance à la placer ailleurs, toi? Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein. Je la verrais plutôt haut du panier. Je pense que c'est une spirette qui est très forte, qui peut être frustrante peut-être pour l'adversaire, mais où on prend un réel plaisir à jouer. Comme d'habitude, bien évidemment, je vous ferai un rapport de bataille avec Cyril dès que j'aurai peint la spirette. Comme ça, on la testera sur table, mais là, sur le papier, c'est pour moi une fer de lance qui est plutôt forte, où on va pouvoir se sortir de n'importe quelle situation, et ça c'est quand même plutôt plaisant. Donc si jamais vous voulez rentrer dans le jeu avec cette nouvelle fer de lance, eh ben j'ai envie de vous dire foncez, les modèles sont incroyables, je suis en train de les monter, ils sont incroyables. Donc si vous voulez vous faire kiffer, que ça soit en modélisme, peinture ou jeu sur table, je dis oui, je la valide grandement cette fer de lance. Et voilà, la boucle est bouclée. Tu l'as super bien dit, William. C'est une fer de lance qui fait kiffer à tous les niveaux. Les fixes sont sublimes, le gameplay est profond, et il y a un vrai plaisir à la prendre en main, à la faire évoluer sur la table et à voir ton adversaire s'user dessus petit à petit. Alors si vous hésitez, n'hésitez plus. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir que vous soyez fan de jeu, de lore ou de peinture. Merci à toi, William, pour cette analyse en duo. C'était un pur régal. Et pour vous tous, on se retrouve très vite sur le champ de bataille. Tu veux que je te laisse la dernière phrase pour clôturer? Oui, s'il te plaît, laisse-moi clôturer. Ah, parfait comme chute. Ça me donne envie de rajouter. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à WizGame TV pour plus de spirades, de baston et de bonne humeur avec William et moi, Léna. On l'a tenue, cette vidéo, elle va être trop cool. Merci à toi Léna, comme d'hab, elle vient de vous le dire, hein, n'hésitez pas à mettre des gros pouces, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien comme ça ce duo avec elle, hein, du coup je l'ai appelée Léna, hein, avec elle. Est-ce que vous aimez bien ça? Comme ça je peux vous le garder dans les futures vidéos. Voilà, en description, les partenariats, si vous voulez acheter de la figurine, que cette fer de lance ou une autre vous tente, n'hésitez pas à passer par My Hobby Place, vous avez moins 20% avec le code WizGameTV et en même temps, vous soutenez la chaîne, c'est quand même super important. Vous avez aussi le partenaire Torex si vous voulez acheter des tapis de jeu ou des accessoires. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez également le lien Tipeee
Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous mes jeux concours. Vous avez également accès à un petit lien privé dans le Discord où on parle de l'avenir de la chaîne et d'autres choses vont se mettre en place petit à petit. Je suis en train de travailler dessus. Donc n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Vous me soutenez, c'est super important. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!